Bonjour à tous. Je vais aujourd'hui faire une vidéo sur un sujet qui me tient à cœur. J'aurais adoré, en arrivant vers 43-45 ans, j'aurais adoré qu'on me raconte, qu'on me prépare à ce qui allait se passer dans ma vie, l'après-ménopause, la ménopause, parce que je crois que depuis la nuit des temps, tout le monde minimise ce passage. Je crois que ça se passe comme ça parce que on apprend aux femmes à ne pas se plaindre, à subir les règles, l'accouchement. Voilà, on est conditionné à vivre les choses, même si elles nous font énormément souffrir, sans rien dire ou sans en rajouter. J'ai mal, voilà. Et pour la préménopause, la ménopause, c'est la même chose. Je suis pourtant une femme qui s'intéresse depuis longtemps au sujet qui concerne les femmes. Voilà, tout ce qui peut raconter un petit peu la vie des femmes. Et quand la préménopause est arrivée chez moi, alors là, j'ai 51 ans, j'avais 45 ans quand j'ai commencé à sentir les premiers prémices. Alors au départ, je pensais pas que ça allait être aussi compliqué, aussi difficile. J'étais absolument pas préparée et je me suis rendu compte, oui, là, à quel point on ne parle pas, à quel point les femmes entre elles survolent le sujet de la préménopause et de la ménopause. Je me suis rendu compte de l'ampleur du silence qu'il y a autour de cette étape de la vie de toutes les femmes. C'est vraiment dingue. Je m'y suis donc beaucoup intéressée parce que je me suis rendu compte des lacunes que j'avais sur ce moment de la vie, mais des lacunes qui existaient parce que personne ne parlait de ça, parce que pour moi c'était 50 ans, ménopause, bouffée de chaleur, 3-4 bouffées de chaleur par jour, basta, ça passe au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, rien de foufou, et après la vie continue, voilà. Donc pour moi c'était un peu ça. Mais non, c'est pas du tout, du tout ça. Alors évidemment, je vais parler pour moi, pour ce qui s'est passé pour moi. D'après tout ce que j'ai pu lire et apprendre, ça concerne quand même une grande majorité de femmes. Euh, la seule chose, c'est que comme elles ne parlent pas et comme elles ne sont pas encore ménopausées, on est encore dans une ère où les femmes ne mettent pas encore ce qui leur arrive sur le compte de la préménopause. Et dans toutes les études que j'ai pu faire, je me rends compte que plus de 70% des choses qui nous arrivent à partir de 45 ans sont complètement liées à ce bouleversement hormonal, à la chute des oestrogènes, de la progestérone, enfin voilà, de toutes ces hormones qui ont une fonction quand même méga importante chez la femme. Alors pour celles et ceux qui vont dire oui, mais c'est un peu ce qu'on dit pour l'accouchement, hein, pour l'allaitement, tout ça. Oui, mais la ménopause, ça a toujours existé. Pourquoi en faire un problème aujourd'hui? Ce qu'il faut savoir, c'est que au début du siècle dernier, l'espérance de vie des femmes était de 50 ans. Donc, une fois que la ménopause arrivait, si elles avaient la chance de vivre jusqu'à la ménopause, de toute façon, elles n'allaient pas mourir des conséquences de la ménopause, c'est certain, puisque elles mouraient, voilà, l'espérance de vie était très faible. Donc, c'était pas un problème. Elle s'est rallongée petit à petit. Et aujourd'hui, on fait vraiment la corrélation entre toutes sortes de maladies graves, voire mortelles, que les femmes peuvent avoir suite à la ménopause. Donc c'est pas, on peut pas comparer avec quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Et c'est comme l'allaitement. L'allaitement, les gens disent oui, mais c'est la nature, oui, attention, mais autrefois ça se passait pas de la même façon. Les femmes n'étaient pas seules, il y avait toujours un groupe de femmes qui étaient à la maison pour s'occuper de la maman, des bébés, pour prendre le relais. Donc voilà, dans les pays où les femmes allaitent encore beaucoup, en majorité, ce ne sont pas des femmes qui rentrent seules chez elles avec leur bébé, qui doivent gérer tout autour du bébé, de cette nouvelle arrivée, de leur propre vie. C'est fini ça.
c'est la réflexion que m'avait fait ma sage-femme quand j'étais en pleurs. Je disais, je comprends pas, c'est très naturel d'allaiter, pourquoi ça se passe comme ça? Mais c'est elle qui m'avait expliqué ça. Et pourtant, Dieu sait qu'elle était pro-allaitement. Elle me disait, mais on n'est plus du tout dans le même fonctionnement. Donc, on ne peut pas comparer ce qui n'est plus comparable. Voilà, aujourd'hui, les femmes ont une espérance de vie qui s'est rallongée et ça serait bien, je pense, que on les prépare à la ménopause, à la préménopause, pour qu'elles puissent rentrer dans cette nouvelle ère avec de la sérénité, mais surtout avec un corps préparé. Parce que c'est surtout là-dessus que je vais insister. Je vais d'abord vous parler de ce que j'ai mis en place avec un médecin, et je vais vous parler de ce que je fais pour, on va dire, pour parier au mieux sur les années à venir, parce que c'est très important. J'aurais aimé le savoir avant, j'aurais aimé savoir à 40 ans ce qui allait se passer pour avoir une meilleure préparation à ce qui m'est arrivé, parce que c'est quand même un énorme bouleversement qui arrive à petits pas, insigneusement, qui nous trompe sur ce que l'on ressent. Voilà, toutes les femmes entre 45 ans et 50 ans ont l'impression d'être dépressives, alors que c'est complètement lié à la baisse de ces hormones-là. Enfin voilà, je vais vous raconter un petit peu mon parcours. Et si de jeunes femmes tombent sur cette vidéo, pas trop jeunes, ça sert à rien, mais si des quadras tombent sur cette vidéo, écoutez-la, renseignez-vous, préparez-vous. C'est comme des gens qui spéculent sur leur retraite, qui mettent de l'argent tous les mois pour avoir un peu plus de retraite, pour pouvoir vivre mieux longtemps. Là, c'est la même chose. Il y a plein de petits points. Si on ne les met pas en place rapidement, ça va être très compliqué de vivre cette étape-là sereinement. Alors, pour reprendre l'histoire depuis le début, alors je suis obligée de me décaler parce que j'ai le soleil qui arrive dans mon champ visuel. Ça a commencé, je devais avoir 45 ans. J'ai toujours été ultra bien réglée, presque à l'heure près, tous les 28 jours. Voilà, tout était bien cadré. Je ne prenais pas de moyens de contraception. Et un jour, à 45 ans, mes règles devaient arriver. Le jour J, pas de règles. Je me suis dit, bon, je suis peut-être enceinte. J'ai pensé à ça tout de suite. Et ça prouve à quel point on est désinformé. C'est que la première chose à laquelle on pense à 45 ans, quand on n'a pas ses règles, c'est une grossesse. Ça prouve un peu la déconnexion. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me suis dit, il va se passer quelque chose autre qu'une grossesse. Donc mes règles arrivent avec quelques jours de retard. Le mois d'après, elles étaient bien là. Le mois suivant, un jour de règles très en retard, le mois d'après pas de règles, et comme ça pendant jusqu'à 49 ans et demi à peu près, avec vraiment sur la fin quasiment plus de règles. Alors je vous dis pas le nombre de tests de grossesse que j'ai acheté à la pharmacie, et un jour, je devais avoir 48 ans, j'étais encore là-dessus, ma pharmacienne, que je connais bien, elle est à côté de la maison, me dit, mais vous êtes sûre? Vous avez peur d'être enceinte? Vous pensez pas que ça peut être autre chose? Je me souviens qu'elle n'a pas utilisé le mot. Et là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, ben voilà, je crois que c'est la fin de mes règles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que personnellement, j'ai toujours adoré avoir mes règles. Ça ne me posait aucun problème. Je souffrais beaucoup quand j'étais très jeune, mais c'est quelque chose qui a disparu. Et c'est une douleur qui est restée malgré tout. Mais c'est une douleur que j'ai assez souvent appréciée. Parce que ça voulait dire que mes règles allaient arriver. Et à chaque fois que j'avais mes règles, j'avais l'impression que c'était un recommencement, que je repartais sur de nouvelles bases, que tout allait être mieux. Voilà, que tout allait, que tout pouvait être mieux, que tout pouvait être changé, que je repartais, que je nettoyais mon corps. Et ce qui est certain, c'est qu'au départ, ne plus avoir mes règles, ça a été vraiment très, très, très compliqué. Je me sentais, alors pas amoindrie, mais je me sentais pas aussi forte. Le fait
de plus être réglée, j'avais l'impression d'avoir perdu de ma puissance, de ma force. Donc je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui sont très soulagées de ne plus avoir leurs règles et qui n'aiment pas avoir leurs règles. Moi, ça ne m'a jamais posé aucun problème, bien au contraire. Et donc là, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est la ménopause. Alors, je ne parlais même pas de préménopause. Je crois que je savais à peine que ça existait ou que c'était un terme qui ne servait pas à grand-chose et que tant qu'on n'était pas ménopausé, il ne se passait rien. Donc, on va dire que 1 an avant l'arrêt total de mes règles, j'ai commencé à avoir des bouffées de chaleur. Alors, la bouffée de chaleur, vous allez, si vous en avez, vous savez, si vous n'en avez pas encore, vous allez tout de suite comprendre ce que c'est et vraiment pas mettre ça sur le coup de j'ai chaud. Ça n'a absolument rien à voir. C'est vraiment une chaleur qui sort du corps. C'est pas la chaleur qui vient vous réchauffer, c'est une boule de feu qui sort de votre corps et qui vous brûle. Enfin voilà, c'est une chaleur complètement différente de ce qu'on peut ressentir habituellement, donc on ne peut pas se tromper. Donc il y a des bouffées de chaleur qui sont arrivées, et là aux premières bouffées de chaleur, donc c'était quand même 1 an avant l'arrêt total de mes règles, je me suis dit c'est la ménopause, bouffée de chaleur, j'ai tout de suite associé ça à la ménopause, mais j'y pensais pas tant que ça avant. J'étais dans une espèce de déni parce qu'on en parlait peu. C'est très, il y a peu de temps qu'on commence à vraiment parler de tout ça. Et donc j'ai commencé à me renseigner. Voilà, moi quand je suis dans un truc que je connais pas, alors là je suis une bouffeuse d'informations, de livres, de podcasts, je vais voir plein de médecins, je les écoute, je lis des études, je deviens un peu obsessionnelle parce que je veux comprendre ce qui va m'arriver. Et quand j'ai appris un petit peu ménopause, préménopause, je me suis dit, ah bah donc c'est pour ça que je ne dors plus, c'est pour ça que j'ai mal partout, je me lève le matin comme une vieille mamie, c'est pour ça que je suis triste, c'est pour ça que parfois j'ai envie de tuer les gens autour de moi, c'est pour ça que parfois j'ai des démangeaisons comme ça sur le corps, enfin, et du coup j'ai pu comprendre pourquoi depuis, on va dire, 2 ans, ma vie devenait très compliquée, avec une espèce de tristesse, de déprime quotidienne ou alors des excès d'humeur. Voilà, j'ai enfin compris ce qui m'arrivait. Mais si j'avais su ce qui allait m'arriver, si j'avais su que, par exemple, pour la ménopause, il existe plus de 34 symptômes, je crois, ou 34 symptômes. Mais si j'avais su, j'aurais pu j'aurais pu comprendre et j'aurais pu moins subir tout ce qui se passait dans ma vie, dans mon corps, parce que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas s'imaginer à quel point on a l'impression de ne plus rien maîtriser. Parce qu'il y avait tout ça, mais il y avait aussi, alors pourtant c'est une des choses qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup handicapée, c'est le brouillard mental. C'est une incapacité à réfléchir aux choses qui habituellement sont ultra limpides. Au boulot, je me souviens je ne savais plus certains termes que j'utilise dans mon travail tous les jours. Je ne savais plus ce que ça voulait dire. Euh, je, 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 on est dans son cerveau, on a l'impression que c'est de la purée. C'est ultra handicapant parce que à 50 ans, on travaille encore. Moi, j'ai encore une petite fille de 8 ans, enfin 9 ans aujourd'hui à la maison. Donc, faut que mon cerveau il fonctionne parce qu'il faut penser à plein de choses. Et j'étais complètement à côté de la plaque. Et c'est très déprimant. Donc, c'est un cercle vicieux. Et puis, on ne dort pas. On ne dort pas parce que le cerveau, ça mouline. En revanche, la nuit, ça mouline, ça mouline. Parce que quand on arrive à s'endormir, on est réveillé la nuit par une bouffée de chaleur horrible. Enfin, voilà, j'aurais aimé savoir tout ça pour y faire face et pas gâcher 2 ans de vie. On peut dire gâcher 2 ans de vie parce qu'on ne sait pas ce qui nous arrive. On croit qu'on se dit, bon, c'est parce que tu vieillis et ça y est. Voilà, tu vas être condamné à avoir mal à des endroits, des fois aux phalanges comme ça, tu te lèves, tu as mal aux phalanges, aux poignets, aux coudes, tu n'as rien fait de spécial. C'est horrible, surtout quand on ne sait pas. On se dit juste, voilà, je suis vieille et ça y est, ça commence et jusqu'à la fin de ma vie, je vais souffrir. Je vais subir, je vais plus dormir, je vais plus être heureuse, voilà. Mais non, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument
en parler. Vous, les femmes qui êtes concernées, parlez-en à vos filles, parlez-en à vos nièces, parlez-en à vos amis, parlez-en aux femmes qui vous entourent. Racontez, dites-leur ce qui va se passer dans leur vie, prévenez-les pour qu'elles puissent s'armer mieux que nous, on a pu l'être. Voilà, c'est... Et j'en oublie parce qu'il y a eu aussi, oui, ça me revient petit à petit, il y a eu aussi les cheveux, la perte des cheveux. En plus, j'ai pas beaucoup de cheveux. Enfin, j'ai pas, vous voyez, une tignasse, voilà. Donc, quand je voyais tous ces cheveux dans la baignoire, ma peau, alors la peau, mon Dieu, la peau, une sécheresse de la peau, mais un truc dingue. J'avais des routines, mais hyper nourrissante, hyper hydratante, et j'avais la peau, 1 heure après avoir fait mes routines, j'avais la peau comme du carton, et puis toute la texture, je voyais que toute ma peau était en train de se transformer. Honnêtement, c'est un an où on se dit c'est la déchéance, la vieillesse est un naufrage, là toute cette phrase prend son sens, mais heureusement, il y a des solutions. Voilà. Préparez ce moment-là. Et lorsqu'il arrive, quand on est armé, il existe d'autres armes qui permettent que tout redevienne quasiment comme avant. Voilà. Donc c'est ça que je vais vous raconter. Donc après avoir écouté 10 000 podcasts de médecins sur la ménopause et voilà, et lire et tout ça, je me suis dit, je veux le traitement hormonal. Il me faut ce traitement hormonal. Et là, on se heurte à une méconnaissance et une peur, encore là, mais ça va pas durer, ça va pas durer. Mais il y a 1 an de ça, on était encore sur une frayeur de donner ce traitement hormonal. Enfin bref, c'était ultra tabou. Donc je vais voir en premier lieu ma médecin généraliste et je lui dis voilà, j'étais ménopausée depuis, ça faisait 6 mois que j'avais plus de règles, enfin je savais que c'était la fin. Je lui dis voilà, je suis ménopausée et j'ai ça, ma vie est comme ça, je voudrais prendre le traitement hormonal. Elle me dit non mais non, je peux pas vous conseiller ça, vous savez, on n'a pas de recul, on n'a pas... Elle était... Non. Je me suis dit, bon, d'elle, tu ne tireras rien. J'ai dit, ok, donc je vais voir mon gynécologue de l'époque, qui était un homme. J'avais vu qu'il faisait beaucoup de chirurgie esthétique au niveau du sexe des femmes, voilà, bon bref, moi jusqu'à présent, enfin j'ai jamais eu de problème gynéco, donc j'y allais, il m'auscultait les seins, machin, tout va bien, prise de sang, mammo, voilà. Et donc je prends rendez-vous avec lui, je lui expose, je lui dis voilà, je suis ménopausée, il me dit ah non, non, le traitement hormonal, mais vous savez, c'est interdit en France, hein. C'est les hormones bioidentiques, enfin les oestrogènes bioidentiques, personne ne vous en vendra, c'est interdit en France. Bon, je n'ai rien dit, parce que j'avais déjà des copines qui étaient sous progestérone, sous oestrogène, donc je savais très bien que c'était vendu. Hein. Donc le mec, bon, à part faire de la chirurgie esthétique, de la machin, vous voyez, bon bref. Donc j'ai dit, toi, mon coco, bye bye. Et j'ai eu de la chance d'avoir un rendez-vous avec une femme extraordinaire qui est à Bordeaux, qui est gynécologue, endocrinologue. J'ai pris rendez-vous, alors j'ai eu rendez-vous 4 mois après, donc c'était très long, mais j'avais quand même cet objectif que j'allais être enfin soulagée, donc j'étais très heureuse. Et je vais la voir, je lui dis je suis ménopausée. Elle m'a dit oh non mais oui, je veux vous prescrire un traitement hormonal. J'ai pas eu besoin de lui demander, elle m'a pas posé d'autres questions. Elle a vu mon âge, je lui ai dit ça fait tant de temps que j'ai pas mes règles. Elle m'a dit traitement hormonal. J'étais tellement heureuse que c'est la seule fois de ma vie, la gynéco me prend l'attention, j'étais à 16 je crois, première fois de ma vie que j'ai de l'attention, c'est-à-dire que j'étais tellement dans un état d'excitation de me dire ça y est, enfin je vais vivre à nouveau, parce que j'avais vraiment l'impression d'une fin de vie où rien n'aura plus jamais la même saveur. Donc là, je me suis dit, je vais ressusciter, je vais prendre mon traitement et dans 1 semaine, résurrection. Donc j'avais 16 tensions, elle me dit, mais vous avez... Non, j'ai dit, non, c'est la première fois de ma vie que j'ai de la tension, je suis très très heureuse. Donc elle me prescrit le traitement hormonal. Alors il s'agit d'œstrogènes bioidentiques, c'est-à-dire que ce sont les mêmes œstrogènes que vous produisez, que l'on produit lorsque l'on est jeune. Et avec toujours, sauf si on n'a plus son utérus, moi j'ai encore mon utérus, on complète toujours ce traitement
avec de la progestérone pour protéger l'utérus. Ce qui est important, j'avais bien lu aussi avant, je m'étais bien renseignée, ce qui est très important, c'est de suivre à la règle, suivre à la lettre, pardon, le traitement et la façon dont il faut le prendre. Si on vous dit qu'il faut le mettre à l'intérieur des cuisses ou sur les avant-bras, on le met à cet endroit-là. Il faut en général que ça soit étalé sur l'équivalent de 2 largeurs de main. Donc moi, je fais à peu près ça. Voilà, un bras, l'autre, parce que moi j'ai 2 pompes. Et la progestérone, qui est un tout petit ovule comme ça, on le prend par la bouche, par voie orale. Ça peut être utilisé par voie vaginale, mais c'est dans le cas de traitements médicaux, je pense, pour la procréation, voilà. Ça n'a, pour les femmes ménopausées, ne jamais mettre sa progestérone par voie vaginale. Il faut la prendre par voie orale, c'est très important. Sinon, votre utérus n'est pas protégé. Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est faire du bien d'un côté pour faire du mal de l'autre. Donc, on écoute son médecin, on lit bien la notice et tout se passe bien. Donc, je prends enfin ces hormones. Et là, au bout de 3 jours, déjà, plus de bouffées de chaleur. Je retrouve ma température, je recommence à avoir froid, je recommence à me couvrir la nuit et surtout, miracle, dès le premier soir, parce que c'est quelque chose qui fait dormir, dès le premier soir de traitement, je prends ma progestérone et je dors comme un bébé. Donc ça a été une révélation. Dormir à nouveau, ne plus être réveillé par des bouffées de chaleur. Donc ça a été vraiment les 2 choses qui sont arrivées tout de suite et qui m'ont redonné une énergie comme avant. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très dynamique, je fais plein de choses dans une journée, je pose rarement mes fesses très longtemps sur le canapé, mais j'étais tout le temps fatiguée. Et là, j'ai retrouvé une énergie. Et ça a été vraiment... j'étais heureuse. Juste, je dormais, j'étais heureuse. Donc ça a été les effets quasi instantanés. Et après, ma peau est redevenue comme avant. Elle a toujours eu tendance à être sèche, un peu déshydratée, mais pas plus. Elle est redevenue comme quand j'avais 30 ans, 40 ans. Mes cheveux se sont mis à pousser, à ne plus tomber. Super. Plus de moments de déprime sans vraiment de raison. Plus cet état dépressif latent terminé. Ça, c'est un vrai soulagement de revoir la vie avec joie, voilà, d'être heureuse de se lever le matin. Alors, les douleurs articulaires, j'en ai encore un petit peu, mais honnêtement, rien à voir avec ce que c'était avant. Là, je me suis blessée, donc je ne sais pas si c'est lié à la ménopause ou si c'est mes blessures. Bon, j'attends de voir que ça guérisse pour voir si... mais sinon, non, je peux plier mes genoux jusqu'en bas sans avoir mal. J'ai plus mal aux poignets, aux doigts. J'avais l'impression d'avoir de l'arthrose plein le corps et non, j'ai pas du tout d'arthrose. Alors, en général, si votre médecin est consciencieux, quand il vous prescrit un traitement hormonal, il va vous prescrire avec une ostéodensitométrie pour savoir où vous en êtes au niveau de votre masse osseuse. Contrôler qu'il n'y ait pas un début d'ostéoporose, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fréquent chez les femmes ménopausées qui ne sont pas suppléées en hormones. Donc ça, c'est en général, s'il est sérieux, il va vous le faire d'office. C'est quasiment obligatoire. Il va aussi vous demander une prise de sang assez globale. Donc moi, j'ai fait la prise de sang 6 mois après le traitement hormonal, 6 mois après avoir commencé le traitement hormonal. Ma gynéco m'a dit, vous avez un bilan sanguin de jeune fille, donc j'étais ravie. Elle me dit, je suis presque jalouse de vos résultats sanguins. Et après, ça c'est, on va dire, le côté médicament qui va venir nous soutenir pendant la ménopause. Parce qu'il faut savoir que la chute de ces hormones provoque beaucoup de problèmes aussi plus graves que des bouffées de chaleur, c'est-à-dire il y a l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est quelque chose qui est quand même
voilà, si vous avez de l'ostéoporose à 60 ans, vous tombez, vous trébuchez, vous cassez la hanche, voilà, ou vous tombez parce que vous avez de l'ostéoporose et les os sont fragiles. Parce qu'en général, on dit elle est tombée, elle s'est cassée la hanche, mais c'est surtout que sa hanche a pété et qu'elle s'est cassée la gueule, hein. C'est plus dans ce sens-là, en général. Ça va aussi prévenir énormément des maladies cardiovasculaires. C'est la deuxième, je crois, ou la première ou la deuxième cause de mortalité chez les femmes, c'est le cœur. Et il faut savoir que les AVC, en général, sont liés à un dysfonctionnement de votre cœur. Donc, ce qui est assez important aussi à la ménopause, c'est, si vous ne l'avez jamais fait, c'est de vous faire suivre par un cardiologue une fois par an, d'aller vérifier votre cœur, de faire un test d'effort, parce que le cœur, c'est quelque chose qui morfle, hein, à la ménopause, bien que le traitement hormonal va protéger quand même votre système cardiovasculaire. Donc, c'est important aussi de se suppléer pour protéger le cœur. Pour ce qui est des risques du cancer du sein, donc maintenant on sait qu'il n'y a pas plus de risques de cancer du sein, parce que ce qu'il faut savoir, pour la petite histoire, quand ils ont fait arrêter à toutes les femmes vite le traitement hormonal, il y a, je crois, il y a 15 ans de ça ou 20 ans de ça, c'est suite à un résultat de tests qui avaient été faits aux États-Unis sur des femmes qui avaient un traitement hormonal. Ce qu'il faut savoir, c'est que aux États-Unis, les femmes à qui on donnait un traitement hormonal avaient 60 ans, plus de 60 ans. En France, il est bien dit qu'il faut commencer dès qu'on est ménopausé, voire en préménopause. Voilà, un médecin un peu moderne et renseigné va pas attendre que vous soyez ménopausé, va pas vous laisser vivre 2 ans d'enfer s'il peut vous réguler tout de suite. Donc ça, c'est un mythe. On peut prendre un traitement hormonal si votre médecin est renseigné avant la véritable ménopause. Donc, ce qu'il faut savoir, donc, c'était des femmes de plus de 60 ans qui avaient souvent des maladies comme du diabète ou qui avaient du cholestérol, qui n'étaient pas en parfaite santé et qui étaient déjà ménopausées depuis bien longtemps. Donc, tous les problèmes liés à la ménopause étaient installés depuis 10 ans pour, voilà, si on fait une moyenne de 9 ans, c'est 51 ans la moyenne de la ménopause. Donc depuis 9 ans, tous les méfaits sur le corps de la ménopause avaient déjà fait leur chemin. Et 60 ans, c'était, alors ça change un petit peu, mais c'était l'âge où on commençait à développer des cancers du sein. Donc on s'est dit, elles ont des cancers du sein, mais c'était pas du tout lié au traitement hormonal, c'était juste un fait de l'âge. C'est un âge où, même si ça change aujourd'hui malheureusement, où on commençait à avoir un gros risque de cancer du sein. Donc, et ils donnaient aussi, les œstrogènes qu'ils donnaient, c'était des œstrogènes qui étaient extraites de l'urine de jument. Nous, en France, on donne des œstrogènes qui sont bioidentiques. On donne à des femmes jeunes ce traitement, on n'attend pas qu'elles aient 60 ans, on donne à des femmes jeunes, tout juste ménopausées, voire pas encore ménopausées. Donc, ce sont des femmes qui n'ont pas encore, les méfaits de la ménopause ne sont pas encore installés. Et on donne bien sûr, et puis c'est sous forme de gel. Aux États-Unis, c'était des cachets. Donc en plus, ça avait des répercussions sur le foie, parce qu'il faut savoir que tout ce qu'on prend par la bouche, le foie doit métaboliser, hein, donc ça le fait bosser. Donc voilà, en fait, on n'était pas du tout sur le même traitement, mais là, toute la planète entière s'est arrêtée de donner le traitement hormonal. Moi, ma mère, à l'époque, était sous traitement hormonal, ma tante a été sous traitement hormonal, ma mère pendant 13 ans, avant qu'il l'arrête, parce que tout le monde a crié au scandale, il faut absolument arrêter les hormones, ça donne le cancer aux femmes. Voilà, donc on a tout arrêté, silence radio, personne ne s'est penché sur le sujet, on a laissé les femmes en l'état de souffrance, de mal-être, et on ne s'est pas occupé de ça. Et ça émerge depuis, on va dire, 2-3 ans, où on commence vraiment à en parler, et de façon... Maintenant, ça risque de devenir quelque chose de presque systématique, que l'on propose le traitement hormonal. Après, libre à chacune de le prendre ou pas. Mais ma gynécologue qui assiste à toutes les réunions, les forums autour de la Terre sur la ménopause et le traitement hormonal, m'a expliqué la dernière fois que je suis allée la voir que là, le ministère de la Santé allait prendre le sujet en main et
demander aux médecins d'être formés là-dessus et que tous les médecins soient à même de donner ce traitement et d'informer les femmes. Et quand une femme de 45 ans vient vous voir, vous dit « je ne dors plus, je suis déprimée ben, au lieu de repartir avec une boîte de Xanax, elle repartira peut-être avec des hormones qui vont ben, lui permettre de vivre mieux. Voilà. Mais en me renseignant beaucoup, en écoutant beaucoup d'interviews de médecins, du monde médical autour de la ménopause, j'ai compris une chose, c'est que le traitement hormonal, ça allait être un soutien, mais qu'en aucun cas, il allait tout résoudre. Et ça, il faut vraiment se sortir cette idée de la tête. C'est pas parce que demain, vous allez prendre un traitement hormonal que tout va aller super bien. Ça, c'est une grossière erreur de penser ça. Et le traitement hormonal ne va pas vous être d'utilité. Il va pas vous donner le meilleur de lui si vous vous contentez du traitement hormonal. Il faut se mettre en tête qu'à partir de 45 ans, au plus tard, moi je dirais 40, mais je vais rester raisonnable. À partir de 45 ans, il faut changer de vie. Il faut changer d'habitude de vie. Absolument. On ne peut pas attendre grand-chose du futur si on ne met pas des choses en place. On ne peut pas attendre d'être en forme dans le futur si on ne met pas des choses en place. On n'a pas le choix. Ou vous décidez ça, c'est ce que j'ai compris. Alors, je parle pour moi. Hein. Je me suis dit, ou tu décides de mettre des choses en place, tu vas ressentir le bienfait tout de suite. Mais ça va aussi te permettre de mieux aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin là-bas, tu vois. Mais d'y aller bien. Je fais une petite parenthèse. Moi, j'ai ma grand-mère, elle est morte à 100 ans. Elle a fait un AVC à 100 ans. Elle avait dit qu'elle vivrait jusqu'à 100 ans. De toute façon, elle avait décidé, ma grand-mère, c'était une femme comme ça, elle décidait, ça se passerait comme ça. Donc, elle a dit, moi, j'irai jusqu'à 50 ans, jusqu'à 100 ans. Donc, elle est allée jusqu'à 100 ans, en très bonne santé. Voilà, elle n'a jamais vu un gynécologue de sa vie. Bon, c'est pas un exemple là. Elle a eu beaucoup de chance, mais elle a fait un AVC à 100 ans et 15 jours après, elle s'est endormie suite à son AVC et elle a eu une mort douce et longue et en bonne santé. Je sais plus ce que je disais, je vais réfléchir. Donc je me dis, même si j'y crois moyennement, si je dois vivre jusqu'à 100 ans comme ma grand-mère, autant que je sois bien, parce que ma grand-mère vivait seule jusqu'à 100 ans, elle a vécu seule dans sa maison. Et après, quand je réfléchis à la vie qu'a eu ma grand-mère, c'est quelqu'un qui a, sans le savoir, un peu mis en place tout au long de sa vie ce qu'il est nécessaire de mettre en place à partir de 45 ans. Elle a un peu vécu comme ça. Je pense que ça a fait beaucoup aussi sur le fait qu'elle vive bien très longtemps. Donc, comme je disais, j'ai compris que j'allais revoir un petit peu toutes mes habitudes de vie. Alors déjà, j'ai arrêté de fumer. Ça fait 1 an et demi. Donc ça, c'est mieux d'arrêter avant. Mais voilà, c'était mon petit... mon petit vice. Arrêter l'alcool à 100%. Alors je sais que ça c'est très très compliqué dans la société dans laquelle on vit parce que il y a quelque chose autour de l'alcool qui est à mon sens assez dramatique. Moi je n'aime pas l'alcool donc c'est facile pour moi, je ne mérite pas de médaille donc je ne bois jamais. Mais je me rends compte que c'est vraiment quelque chose de très 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 compliqué en France, que souvent quand je dis non merci, je ne bois pas d'alcool, les gens me regardent comme si j'étais un extraterrestre, mais vraiment, vraiment. Et c'est ce qui me fait penser que c'est assez dramatique. J'ai beaucoup de personnes autour de moi, de femmes autour de moi, qui boivent beaucoup, qui ont un problème avec l'alcool, qui n'en ont pas vraiment conscience parce que... Enfin bref, c'est un autre débat. Mais moi, je ne bois pas d'alcool. J'ai arrêté de fumer. Je ne bois pas d'alcool. Mais ça, c'est pas vraiment une décision suite à la ménopause. J'ai toujours trouvé ça vraiment dégueulasse, l'alcool. Donc, c'est pas un problème. Mais ce qui est important, c'est de réduire, mais drastiquement, sa consommation d'alcool.
à partir de 45 ans, même avant. L'alcool est quand même un grand déclencheur du cancer du sein. Maintenant, c'est prouvé, hein. Donc, l'alcool, c'est très bien d'en consommer le moins possible. Changer ses habitudes alimentaires. Alors là, attention, on ne va pas parler de régime ou de perte de poids, hein. Là, on parle de questions de santé. On n'est pas du tout dans le rester mince ou pas. Ça, c'est un autre débat, c'est un autre problème. Je vous en parlerai aussi, ce qui s'est passé pour moi à la ménopause par rapport au poids, parce que c'est quand même quelque chose qui intéresse aussi les femmes. Mais voilà, mettre en place ça et le truc qui est... t'as pas le choix, c'est le sport. T'as pas le choix parce que à partir de 40 ans, je crois que c'est là que c'est vraiment flagrant. À partir de 40 ans, c'est vraiment à partir de 40 ans qu'il faut préparer les choses, hein. C'est quand je réfléchis à chaque fois, tout ce que j'ai pu entendre, c'est vraiment à partir de 40 ans qu'il faut que tu commences à te dire, bon là, je vais mettre des trucs en place. À partir de 40 ans, nos muscles, même avant, hein, mais c'est flagrant plus à partir de 40-45 ans. Alors 50, c'est... vous avez les muscles qui fondent comme neige au soleil. Comme neige au soleil. Donc vous allez, même si vous êtes mince, hein, mais vous n'allez plus avoir de muscles. Et les muscles, c'est ce qui maintient votre corps, c'est ce qui vous permet de ne pas souffrir. Le muscle soigne le corps. Comme je le dis souvent, le muscle, c'est la première pharmacie du corps. Donc ça, c'est indispensable de faire du sport. Et attention, je ne parle pas n'importe quel sport. Aller marcher, c'est très bien. Ça fait travailler le cardio, donc c'est bien de bouger dans sa maison, de ne pas rester assise, d'être ce qu'on peut faire debout, au lieu de le faire assis, le faire debout. Aller chercher son pain à pied, marcher, il faut marcher. Mais c'est vraiment pas, ça c'est quelque chose qui est bon pour tous les âges. Mais à notre âge, il faut se muscler. Le cardio, au contraire, va peut-être même risque même de vous faire fondre un petit peu. Donc il faut du cardio, c'est certain, mais il faut faire du sport. Il faut se muscler. Il faut faire de la musculation. Il faut soulever des charges lourdes. Il faut que le muscle brûle. Enfin, ça paraît comme ça un peu brutal, mais c'est indispensable. Indispensable. Les protéines qui sont... Je crois qu'il y a un... Ah non, c'est une pie. Je croyais que c'était un écureuil dans l'arbre. La protéine que l'on ingère, par exemple, jusqu'à un certain âge, elle va servir en grande majorité à fabriquer du muscle. Et plus on vieillit, plus la protéine que l'on ingère va être complètement... comment dire, elle va être prise par notre système digestif qui va absorber la quasi-totalité des protéines. Donc, pour fabriquer de la protéine, il faut manger de la protéine et il faut fabriquer du muscle. Et le muscle, il ne se fabrique pas en marchant. Le muscle, il se fabrique en faisant de la musculation. Donc ça, c'est le b.a.-ba. L'alimentation, le sport. Pas le choix. Si vous voulez un bel avenir, il faut vraiment se mettre ça en tête, beaucoup se renseigner, beaucoup lire et mettre quelque chose en place sans que ce soit dans la contrainte. Ça, c'est très compliqué. Ça, c'est vraiment très compliqué. Je vais vous expliquer ce que moi, j'ai mis en place pour que tout ça ne soit pas contraignant. Donc, pour le sport, déjà, ce qu'il faut savoir, je vais encore parler du cancer du sein parce que c'est quand même quelque chose qui nous concerne toutes de près ou de loin. Ce que l'on sait aussi aujourd'hui à propos du sport et du cancer du sein, c'est que faire du sport pendant son cancer, après son cancer, permet de réduire de 30% la récidive du cancer. Ça aussi, c'est acté. On sait aujourd'hui que faire du sport va permettre de réduire la rechute du cancer. Faire du sport, ça va aussi faire travailler donc votre cœur. Donc, qui dit un cœur qui fonctionne bien, dit une peau, une bonne circulation sanguine, donc dit une plus jolie peau, dit de plus jolis cheveux, parce que tout part quand même beaucoup de l'intérieur. Les crèmes, tout ça, c'est très bien, mais vous allez pouvoir vous mettre les crèmes les plus chères, les plus actives sur le visage. Si votre intérieur n'est pas en forme, ça ressortira sur votre peau, sur vos cheveux, sur vos ongles, enfin, ça on le sait, hein, voilà. Donc,
Le sport, c'est vraiment une chose qu'il faut arriver à caser. Alors, on n'est pas obligé de faire des séances d'une demi-heure. Parce que je sais que dans la vie des femmes actives, et à 50 ans on est encore active, c'est très compliqué de caser du sport. Surtout quand il y a encore des enfants à la maison, je sais de quoi je parle. Quand ils sont grands, qu'ils se débrouillent, c'est une chose, mais quand on a des petits à la maison, c'est compliqué. Mais l'excuse de j'ai pas le temps, tout ça, moi je l'ai beaucoup dite pendant des années. Voilà, j'ai pas le temps, voilà, je suis surbookée. Ça c'est vraiment un truc qu'il faut aussi se sortir de. Il faut arrêter de dire ça parce qu'on peut toujours caser du temps. Le matin, ben, se lever un quart d'heure plus tôt. Alors c'est difficile, mais c'est une habitude et une fois qu'on prend l'habitude, je peux vous assurer que ben, c'est simple. Je faisais ça quand j'allais courir. Je me levais 6h moins le quart, 8h j'étais au bureau, j'avais couru 1 heure, je m'étais préparée, partie, bon voilà. 1 heure, c'est 1 heure de course à pied le matin avant d'aller bosser, c'est peut-être pas autant, mais on peut caser un quart d'heure tous les jours. Un quart d'heure, c'est vraiment pas grand-chose. On fait un quart d'heure intense. Alors, vous pouvez trouver des tas de vidéos sur YouTube, sur des exercices. Voilà, il faut essayer de caser un quart d'heure ou le matin ou le soir. On s'achète des haltères, ça coûte rien, on s'achète un tapis, c'est beaucoup moins cher que de prendre un abonnement à la salle où on va pas aller, parce que là il faut se déplacer, là vous êtes chez vous, vous vous levez le matin, vous buvez votre café, vous êtes levé un quart d'heure avant, et vous faites vos exercices. Et ce qui est certain, c'est qu'en plus, alors au début ça va être très compliqué, ça va être très contraignant, mais vous allez voir que les matins où vous avez fait votre quart d'heure de sport, on est travaillé, vous allez avoir une vitalité que vous n'avez pas les jours où vous n'avez pas commencé la journée en faisant du sport. Donc après, vous allez tellement avoir besoin de retrouver ce bien-être que vous avez après avoir fait une séance de sport, parce que c'est très valorisant de faire du sport. On se sent bien après, on est bien, on affronte mieux la journée, on affronte mieux le travail, les soucis, ça nous arme. Faire du sport, ça nous arme, parce que ça nous muscle physiquement, donc on se sent forte, et ça nous renforce aussi dans notre tête. Ça, c'est vraiment une chose que j'ai remarqué. Donc, caser un quart d'heure de renforcement musculaire. Pensez à travailler les bras, le ventre, les cuisses, les fesses. Voilà. Il faut caser et arriver à tout travailler dans une semaine. C'est bien de faire. Et voilà, je pense qu'un quart d'heure, c'est quand même simple. Moi, ce que je fais, c'est que quand je fais moi, je fais à peu près entre 20 minutes et une demi-heure. Tous les 2 jours, voilà, c'est ce que je fais à peu près. Pendant que ma fille est au bain, bah, au lieu de scroller sur Insta ou tout ça, hop, je sors vite mon tapis, elle trempe ses 20 minutes dans le bain et moi à côté, je lève du poids. Parfois c'est un quart d'heure, parfois c'est une demi-heure, voilà. Parfois je peux pas, mais je sais que le lendemain je vais essayer de faire un peu plus. S'organiser comme ça, et au début c'est une contrainte de mettre ça en place parce qu'on a l'impression qu'on a 0 minute dans notre journée, mais une fois qu'on a compris à quel point ça va être indispensable de fabriquer ce muscle, on le case dans sa routine. On se sent tellement mieux, et honnêtement, quand je vois le temps qu'on peut passer sur les réseaux sociaux, le temps on l'a. Et allez voir un petit peu sur le nombre d'heures que vous passez par jour. Sur Instagram par exemple, vous allez voir que vous allez avoir largement le temps de faire du sport, largement. Et de toute façon, c'est une obligation si on veut vieillir bien. C'est en complément du traitement hormonal, c'est impératif, mais vraiment. Et il n'y a que ça qui va empêcher la fonte musculaire, il n'y a que ça. De toute façon, ce que je compte faire, c'est quand même après faire des vidéos plus ciblées où je vais quand même parler plus du sport, je vais parler plus de l'alimentation. Là, je survole. Ce que j'ai mis en place aussi, c'est une nouvelle alimentation, beaucoup plus riche en protéines. Ça aussi, c'est indispensable. Il faut à fond, à fond, à fond dans les protéines pour que notre muscle, voilà, si on fait de la muscu mais qu'on n'a pas assez de protéines, il faut absolument trouver un système pour prendre le maximum de protéines par jour. Si vous consommez peu de protéines, ben, il faut vous suppléer. Voilà, pas le choix. Parce que c'est vraiment indispensable. Ça aussi, c'est très difficile dans l'alimentation d'avoir assez de protéines à nos âges. À nos âges, c'est très difficile. Donc, il y a celles qui ne mangent pas de viande. Alors là, il faut se raccrocher aux œufs.
aux petits poissons, le foie de morue, manger des crevettes, manger des coquilles Saint-Jacques. Mais c'est compliqué de manger tout ça à chaque repas. Donc c'est vrai que ça, même je suis assez contre les compléments alimentaires, mais là je me rends compte que malgré mon alimentation, je fais vraiment très attention, je manque quand même de protéines, donc je me supplée en protéines. Mais je fais quand même, voilà, je reste sur une protéine à chaque repas, le matin, le midi, le soir, le goûter aussi si c'est possible. Ça c'est vraiment un indispensable pour continuer à fabriquer du muscle et être en bonne santé. Donc ça, il faut être très très vigilant sur... parce que, alors, il y a des protéines dans les légumes secs. Oui, il y en a. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque légume sec a ses acides aminés particuliers. Donc pour arriver à avoir tous les acides aminés qu'il faut pour avoir la protéine à son maximum, c'est très compliqué. Il faudrait faire 3-4 céréales par repas. C'est possible, mais franchement, c'est un métier. Si vous n'avez pas le temps de faire de sport, vous n'allez pas avoir le temps de vous préparer ce genre d'assiette. Ça, c'est un peu illusoire. Par exemple, dans l'œuf, vous avez absolument tous les acides aminés. On sait aujourd'hui que l'œuf ne donne absolument pas de cholestérol. Au contraire, c'est la meilleure protéine qui existe. Voilà, la moins chère peut-être et la meilleure. Donc les œufs durs, omelettes. Par exemple, quand je fais une omelette, j'essaie de mettre 2 jaunes et 3 blancs pour vraiment faire avoir un max de protéines. Donc ça, c'est vraiment aussi ce que j'ai mis en place, la protéine. Après, je reviendrai, je vous parlerai plus en détail de ma façon de m'alimenter. Je vous ferai un petit peu je ferai le déroulement d'une journée en vous expliquant ce que je fais pour me sentir mieux. Et effectivement, depuis que j'ai mis tout ça en place, c'est une résurrection. Le traitement hormonal, le sport, l'alimentation, ça a transformé ma vie. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait un retour en arrière dans la jeunesse. Voilà, j'ai l'impression d'avoir, dans mon corps, d'avoir 40 ans. Je ne pensais pas que c'était possible, mais ça demande un peu de rigueur. Ça tombe pas du ciel. On ne peut pas se contenter des hormones pour aller mieux. Ça ne sera pas suffisant. Ça va régler quelques problèmes, mais ça ne réglera pas tout. Donc voilà, je vais revenir, faire d'autres vidéos, vous parler plus en détail de ce que je fais au quotidien pour essayer de me sentir le plus en forme possible. Ça a été tellement dur de me sentir si mal. Aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante à ma gynécologue et ça, je suis tellement reconnaissante de m'avoir redonné un nouveau souffle. Voilà, c'est pour ça que c'est important pour moi d'en parler et je ferai ça plus détaillé. Voilà. Et surtout, si vous avez des questions, si vous avez votre expérience à partager, faites-le ici en commentaire parce que les autres vont vous lire, parce que ça peut aider, ça peut... Voilà, il faut que les femmes parlent de la ménopause, absolument, de l'après-ménopause. Il faut préparer les jeunes femmes à cette épreuve, à ce passage qui est bouleversant, mais qui peut être merveilleux si on sait à quoi s'attendre. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.